Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans le cadre de notre programme de lutte contre les maux qui minent l'environnement et d'une manière particulière, cette fois-ci, nous allons parler de la désertification. Je vais commencer par la présentation. J'ai à ma gauche, monsieur. Je réponds au nom de monsieur Moukamas Dewe. Je suis le directeur adjoint des forêts et de la lutte contre la désertification. Et monsieur, vous c'est? Moi, je suis le chargé de programme et partenariat d'une association dénommée JVE et je représente l'association. JVE qui veut dire? Jeunes volontaires pour l'environnement. Monsieur Porgo Onli, point focal de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous venez d'écouter, c'est des invités de marque que je reçois dans le cadre de ce programme. Et sans plus tarder, nous allons essayer de voir ensemble. Alors, la toute première chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle la désertification. La désertification a connu plusieurs définitions de 6 auteurs différents et selon la période allant de 1949 à 1994. Mais c'est après l'adoption de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification que le terme désertification a été retenu et défini selon le chapitre 12 de l'agenda 21 et selon l'article 1 de la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification. Ça désigne la transformation des terres semi-arides, arides et subhumides à travers les facteurs des activités anthropiques et les variations des climats. Alors, en un mot, la désertification, c'est la métamorphose de la nature, c'est-à-dire que la nature a suivi des actes humains et en même temps des actes naturels, je crois. C'est ça. Pour un peu compléter ce que vient de dire mon collègue, le directeur adjoint des forêts, la désertification, comme il a dit, c'est la dégradation des terres arides, semi-arides, subhumides, sèches, favorisées par l'effet de changement climatique, l'effet climatique, et également par l'action anthropique. Et également, on peut définir la désertification comme étant un processus de dégradation de terres arables en une terre improductive. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en complément par rapport à la définition de la désertification. La désertification n'a rien à voir avec la déforestation. La déforestation est l'une des causes de la désertification. Ok. Alors dites-nous, quelles sont vraiment les conséquences, les causes d'abord, les causes réelles de la désertification? Parmi les causes, il y a 2 causes majeures. Il y a la première cause, c'est les causes liées au climat. Et la deuxième cause est liée aux actions anthropiques. Et par rapport au climat, vous avez les sécheresses successives, vous avez les vents violents, ainsi que la forte température. Ça, c'est au niveau du climat. Au niveau maintenant des actions anthropiques, vous avez ce que vous venez de dire, qui est la déforestation, le déboisement, les pratiques inadaptées agricoles, ainsi que le surpâturage. Voilà, ça ce sont les causes de la désertification. Oui, également, on ne peut pas parler de causes sans parler de conséquences. Ouais. Nous avons 2 types de conséquences. Nous avons des conséquences écologiques et nous avons des conséquences socio-économiques. Les conséquences écologiques, nous faisons allusion à la, comment on appelle, la diminution de la dégradation plutôt de milieux physiques et les cycles biologiques. Nous avons également au niveau de terre, nous avons l'érosion des terres déformée en sable qui devient improductif. Nous avons également la diminution des potentialités des ressources naturelles, telles que les fruits, la faune sauvage, la flore, ainsi de suite. Ça c'est l'aspect, sur le plan écologique.
Maintenant, sur le plan social, nous parlons de la famine, l'insécurité alimentaire. Nous avons la malnutrition au niveau des enfants et les femmes, surtout les femmes enceintes qui sont vulnérables. Nous avons également le phénomène de migration. Nous avons également le phénomène également de conflit entre les éleveurs et les agriculteurs. Maintenant, sur le plan économique, nous avons la diminution de potentialité de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement naturel. Nous avons également des perturbations au niveau de pouvoir d'achat pour les populations puisqu'il y a baisse de productivité, il y a baisse de pouvoir d'achat. Également, nous avons enfin, comment on appelle, l'aggravation de la pauvreté. Voilà un peu les aspects que je voulais souligner par rapport aux conséquences de la désertification, d'une manière générale. La désertification est en plein pied dans un pays. On fait face à des facteurs socio-économiques assez très élevés, comme vous venez de parler d'une manière assez large. Vous venez d'une organisation, vous êtes des jeunes volontaires pour la protection de l'environnement. Comment vous voyez le phénomène de la désertification? C'est écœurant en ce sens que moi je suis encore à mes 43 ans, mais je me souviens que quand j'étais encore à 12 ans, je vivais dans une zone où il y avait assez d'arbres. Mais aujourd'hui, j'aperçois mon village et le village de l'autre côté. C'est écœurant pour moi de voir ce qui se passe. Les hommes ne prennent pas conscience, ou bien ils feignent, ils ignorent l'importance de l'environnement sur la vie humaine. Alors, votre question est très poignante et mes prédécesseurs ont presque tout raclé. Et la question de la désertification est un problème plus épineux que tous les problèmes que peuvent rencontrer les humains. Dans la zone du Bata, par exemple, vers les années 90, ça allait mieux, mais à l'heure où je vous parle, dans le Bata, la productivité est presque nulle. Donc, c'est une partie du char que j'ai pris, sans tenir compte des autres zones qui sont encore peut-être plus graves que le Bata. Le directeur adjoint de la forêt, vous avez expliqué tout à l'heure le phénomène de la désertification. Oui, le Tchad fait partie des pays qui connaissent la désertification. Mais est-ce qu'il y a des stratégies qui sont en train d'être développées pour remédier à cette situation? D'abord, je reviens un peu en arrière par rapport à la question qui a été posée au collègue. Le Tchad a ses 2/3 désertiques, dont plusieurs provinces, y compris la province de Bata, qu'il vient de le dire. Et également les 3 provinces de BIT, Bahr el Ghazal, et le Kanem, je ne peux pas tous les citer. Donc c'est déjà, là-bas, c'est des dunes de sable. Et on ne peut pas cultiver sur les dunes de sable. Il faut vraiment des aménagements. Et ça, maintenant, j'emboîte votre question des stratégies à lutter par rapport à cette zone. Il faut vraiment faire la lutte, la fixation des dunes, la fixation mécanique et biologique. Alors, les stratégies que le gouvernement tchadien a mis au point, il y en a plusieurs. Mais le temps imparti ne nous permettra pas de tout les citer. On prend par exemple, depuis 1972, il y avait une ordonnance 29/EFPC/72 du 30 octobre 1972 portant création de la semaine nationale de l'arbre. C'était dans le but de lutter contre cette désertification. Oui. Il y a plusieurs stratégies qui ont été élaborées, dont les plus récentes sont la stratégie de la foresterie urbaine et périurbaine, la stratégie de la promotion et du développement des produits forestiers non liés, sans oublier également la stratégie de gestion des feux de brousse, parce que les feux de brousse constituent l'une des causes de la désertification. Et
Le gouvernement a également pris des lois interdisant le commerce de bois, la circulation même de bois sur le territoire national. Également, l'interdiction de coupe de bois pour cuire les briques. En plus de ça, le gouvernement a créé une garde forestière phonique chargée de la sécurisation de, comment on appelle là, de périmètres de reboisés, afin que les gens n'y coupent pas. Il y a plusieurs stratégies qui ont été développées et je me ferai peut-être compléter par les collègues. Le Tchad a fait partie de SILS, comme je l'ai dit, par rapport aux actions de lutte contre la désertification. Le Tchad fait partie de SILS. Et le SILS, dans son programme, a élaboré un plan d'action de lutte contre la désertification. Et c'est partant de ça que le Tchad également a élaboré un plan directeur de lutte contre la désertification. Donc, plus ce plan directeur, nous avons également le programme national de lutte contre la désertification qui a été élaboré également par la Convention de lutte contre la désertification au Tchad. Et dans ce programme d'action, il est prévu des plans d'action régionale et des plans d'action locales qui devraient être élaborés pour lutter contre la désertification. Donc il y a beaucoup d'actions. Nous avons la Grande Muraille Verte qui est là, ceinture verte, avec toutes ces actions. Je pense que par rapport à la lutte contre la désertification, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Il y a des éléments que je pourrais également ajouter. Pour éviter la consommation abusive de bois, le gouvernement a pensé mieux baisser le prix de gaz butane pour permettre à la population lambda de se procurer de gaz afin de ne pas utiliser comment on appelle le bois. En plus, entre-temps, il y avait des zones homologuées où les gens pourraient aller chercher le bois. Et le gouvernement a pensé que si on laissait cette zone en cours de gestion, les gens allaient en abuser et le gouvernement est obligé de supprimer également les zones comment on appelle les zones homologuées de collecte de bois. Okay. Voilà, je reviens vers notre partenaire privé. Vous avez initié quelque chose. Volontairement, vous avez décidé de protéger l'environnement et en même temps, quand vous protégez l'environnement, vous contribuez à la restauration des terres dégradées. Quels sont les motifs? Est-ce que c'est par un constat ou bien c'est parce que vous faites face à ces difficultés? Naturellement, c'est par un constat. Et aussi parce que nous faisons face à ces difficultés. Alors, je l'évoque encore une fois de plus, JVE n'est pas seulement au Tchad. JVE est une association internationale, mais dans le cadre de l'Afrique de l'œuvre dans 25 pays, notre siège est au Togo. Alors, beaucoup de stratégies ont été adoptées, entreprises par JVE, et d'autres sont en cours, vu la situation qui est en train de prévaloir. Alors, je peux parler entre autres de reboisement. J'ai sous mes bras plusieurs écoles qu'on a reboisées et plusieurs centres de santé qu'on a reboisés et qui témoignent de l'effort que nous faisons pour lutter contre la désertification. Il y a par exemple l'école publique de Gardo-les-Jedid, de Ngonba Sara, de Ngonba Massa, de Chaboua, Ebdar, de l'école communale d'Ambata, du lycée Polycarpe et tant bien d'autres. Et là, c'est des milliers de pieds qu'on a mis, bon, quelques rares par exemple dans une école là, je sais pas, de l'école Pantalon, je pense. On permet aux joueurs d'y entrer et jouer là et finalement, par incivisme, ils détruisent les plans. Mais sinon, dans les autres écoles et les centres de santé, ça réussit. Et même ce matin, j'ai reçu des félicitations dans un hôpital où j'ai amené ma femme pour la vaccination. Vous imaginez. Et même pour le moment, nous avons ce projet-là qui va avoir lieu le 17. Et à Malo plutôt, un village, chaque concession, une plante. Et nous sommes déjà entrés en possession de ces plans. Le 17, la population
va entrer, bon, tout en respectant les mesures barrières oui. contre Covid-19. On ne peut pas attraper tous les gens. C'est voilà, symbolique. Voilà un peu la stratégie. Vous avez expliqué des termes un peu techniques. Vous allez parler de terres arides, semi-arides, sub-arides. Vous voyez, pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, ça va être un peu difficile. Alors, comment reconnaître que la terre est semi-aride, aride, sub-aride? Est-ce que ces genres de qualités de terre, on les trouve ici chez nous au Tchad? Comme le Tchad fait partie de la Convention, je me doute fort que si cette définition est prise, le Tchad ne fera pas partie. Le Tchad est divisé en 3 zones bioclimatiques. Oui. Vous savez tous que le 2/3 du Tchad est désertique. Oui. Donc, quand nous parlons de terres arides, c'est des terres où la vie est très difficile. Okay. Semi-aride, c'est acceptable. Ça veut dire que les gens peuvent s'adapter. Voilà. Donc, voilà un peu le terme qu'on peut déjà dire de manière simple. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Voilà. Par rapport au terme aride, semi-aride et sub-humide. Prenons par exemple la cartographie du Tchad. Oui. Vous avez le Sahara, oui. Le Sahel et la zone soudanienne. Oui. Donc, aride, c'est Sahara. Okay. Pluviométrie très inférieure à 200 mm. On progresse, ça c'est la zone de BET. Oui. On progresse, on descend vers les Bata, Guéra. On voit que la pluviométrie augmente. Oui. C'est la zone saharienne. Oui. Donc c'est subaride. Oui. Maintenant, c'est plutôt semi-aride. Maintenant, subhumide, c'est la zone où la pluviométrie est abondante, qui peut varier d'à peu près de plus de 600 à 1200 mm. Donc voilà les termes aride, semi-aride et subhumide. Alors dans ces 3 types de terres que vous venez de décrire, est-ce qu'on peut connaître un peu les qualités d'activité que la population peut exercer pour faire face à l'autosuffisance alimentaire? Bon, au niveau de ces zones, si on prend selon le découpage que je venais de dire, dans la zone, la première zone, aride, l'agriculture n'est possible que dans les wadis. Donc, et possibilité de labourer. Possibilité de labourer. On va vous parler de palmeraies, ou bien de peuplement de balanites, ce qu'on voit. Et semi-aride, le balanites revient, ça l'agriculture est possible. Par exemple, la zone de Bata de Guéra. Maintenant, quand on descend plus vers le sud, ça, comment on appelle l'agriculture est vraiment possible. Donc, le phénomène de la désertification n'est pas une fin en soi. On peut s'adapter, monsieur le directeur. Le phénomène de la désertification, il est réversible et irréversible dans certains endroits. Dans certains endroits, il est irréversible, c'est quand il n'y a pas de possibilité. Ça, il y en a. Mais la désertification est réversible, surtout en utilisant les techniques. Aujourd'hui, les techniques de restauration des sols, les techniques de fixation de dunes, les techniques comment on appelle, comme il a dit, nous faisons les techniques de cordons pierreux, des milieux. Tout ça, c'est des actions que nous menons pour vraiment faire face à la désertification, restaurer les terres qui sont vraiment la base de toute entité. Moi, je pense que la désertification n'est pas un fait en soi. Pourquoi? Parce que si on prend certains pays désertiques, comme la Chine, les gens ont eu à cultiver en plein désert. C'est un problème de stratégie. On prend des moyens. On prend par exemple le cas de Tunisie, qui exporte les dattes. Mais les dattes conviennent plus dans les zones arides. Mais les gens y cultivent. Donc, nos 2/3 de territoire là, on pourrait bien l'exploiter si des moyens conséquents sont mis à la disposition des techniciens. Peut-être pour aussi compléter notre expérience en New Delhi.
vous savez, on est allé visiter une stand où on a trouvé dans une stand de Coréens, ils ont fait une genre de calebasse en sable compacté où quand tu mets de l'eau, il y a des trous hein, en bas, mais l'eau n'infiltre pas. Il a soulevé, il a soufflé, tu vois, l'air qui souffle du bas monte et l'eau a tendance à vouloir se jeter hors de la calebasse. Ça veut dire qu'ils ont travaillé le sol, il n'y a pas l'infiltration. Ça veut dire que sur le sable, on peut vraiment faire même la culture maraîchère, faire hein? Donc c'est pour dire un peu que la désertification n'est pas un fait en soi. Pour l'édition 2020, je ne sais pas quel est le thème exactement qui a été retenu pour la désertification. Le thème cette année, c'est l'aliment, le fourrage et les fibres. Alors, 3 mots très importants. L'aliment, le fourrage et fibres. Pourquoi ces 3 mots sont venus pour l'année 2020? Est-ce qu'on peut avoir un peu une idée, une motivation? Est-ce que c'est un appel qui est lancé ou bien c'est une conscientisation, une information, une sensibilisation? Tout à fait. C'est un thème très important, surtout en matière de neutralité de dégradation de terre. Aujourd'hui, le concept de neutralité de dégradation de terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les pays partis ne doivent plus, à l'instant T, ne doivent plus dégrader. Ils doivent être constants. Plutôt récupérer des terres dégradées que des dégradées. Donc, aujourd'hui, c'est que pour avoir de la nourriture, il faut travailler. Travailler de façon durable, à ne pas nuire la terre. L'homme a besoin de la nourriture, l'animal a besoin de la nourriture, le fourrage. Donc, c'est toujours dans la terre. Et nous avons également les fibres. Ça veut dire quoi? Les fibres, c'est des grandes firmes qui produisent tel que ce que nous portons aujourd'hui, les vestes, les chemises, avec les chaussures que nous portons aujourd'hui. Donc, ceux-là, ils émettent des gaz à effet de serre. Donc, voilà un peu le thème choisi. C'est pour dire que le moment où nous sommes en train d'aller, il faut vraiment gérer avec beaucoup de précautions. Une exploitation durable, justement. Voilà un peu ce que je... Donc c'est un thème qui interpelle, qui conscientise, qui appelle à une prise de conscience. Monsieur le directeur adjoint de la forêt, pour le Tchad, qu'est-ce qui est prévu pour la désertification, pour lutter contre la désertification pendant cette période de pandémie de 2020? Pendant cette période, juste après cette journée, bon, on est là-dessus, on est en train d'écrire des projets pour la semaine nationale de l'arbre. Et on suppose que jusqu'à ce que ça arrive à bon port, peut-être on ne parlera pas de Covid-19. Pour que les gens y sortent massivement, notre souci est que produire, il faudrait que quand les gens viennent pour planter à un coin retenu, il faudrait que chacun retourne chez lui avec au moins un plan pour mettre dans sa cour. Quels sont les différents programmes, les conventions que le Tchad a signées dans le cadre de la lutte contre la désertification dont vous êtes le point focal? C'est ça. Effectivement, nous avons déjà les 3 conventions de la génération de Rio. Oui. En l'occurrence, la convention de la biodiversité, oui. La convention sur le changement climatique. Nous avons également la convention de lutte contre la désertification. En plus de ces conventions, on a beaucoup d'autres conventions qui sont là, qui ont beaucoup plus de liens avec ces conventions. Nous avons les conventions surtout dans le cadre de pollution, de nuisances. Nous avons des conventions sur les pesticides qui sont signées. Effectivement, toutes ces conventions contribuent à la lutte contre la désertification. Il y en a beaucoup, c'est une liste exhaustive, je peux citer plus que... Là, nous avons une journée qui est instituée par le système des Nations Unies. Qu'est-ce qui a motivé les gens à dire telle date il faut parler de la journée mondiale de la désertification? C'est pour une bonne prise de conscience. Okay. Et pour pousser davantage les gens à comprendre que la question de la désertification va de la vie de l'homme, de l'humanité. Okay. C'est pourquoi une journée spécifique a été instituée. C'est pour
une bonne prise de conscience. C'est tout comme la journée de lavage des mains, c'est tout comme la journée de... Et c'est des choses qui touchent directement la vie humaine. Voilà pourquoi c'est institué. Comme il a dit, c'est une journée qui a été instituée juste pour rappeler la communauté internationale, que ce soit nationale, comme nous le faisons aujourd'hui, conscientiser la population pour la nécessité de la lutte contre la désertification. Ouais, aujourd'hui, voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes aujourd'hui sur le plateau en train d'échanger, c'est pour conscientiser la population, dire que vraiment la désertification a plusieurs conséquences. Les causes sont là, voilà les conséquences. Si nous ne faisons pas attention, voilà ce que nous adverrons pour les générations futures. Et en même temps, nous-mêmes, voilà, c'est ça, justement. Okay. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre programme, l'édition 2020 sur la lutte contre la désertification. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Restez en compagnie du programme de la télévision nationale tchadienne. Au revoir.